Alors, bonjour ou bonsoir, selon où vous vous trouvez. Et je m'en vais vous présenter le module 2 du cours sur la planification du développement durable et lequel porte sur le plan de développement, instrument de changement transformationnel, la planification basée sur les finalités et les livrables PBFL. Alors, c'est un outil que nous avons conçu et qui permet de faire pas mal de choses comme vous vous en rendez compte, et comme par exemple l'intégration des objectifs du développement durable dans les plans nationaux de développement. Donc le module 2 est entièrement consacré à la présentation de cet outil et cette présentation va se faire en cinq chapitres. Le premier porte sur le cadre conceptuel et méthodologique de la planification basée sur les finalités et les livrables PBFL. Le deuxième chapitre porte sur la PBFL et la planification du développement. Et le troisième sur l'utilisation de la mise en œuvre l'utilisation de la PBFL dans la mise en œuvre des plans nationaux de développement. Quatrièmement, qu'est-ce que le suivi dans le cadre de la PBFL? Et le dernier chapitre porte sur l'impact de la PBFL sur le financement des plans. Alors, le premier chapitre, le cadre conceptuel et méthodologique de la PBFL, subdivisé en 3 sections. La première qui part de la genèse telle que c'est dans les livres saints à la PBFL. Le second sur la définition et la finalité de la PBFL. Et le troisième sur les concepts de base de la PBFL. Alors, la première section peut paraître un peu insolite parce qu'on part de la genèse pour faire le lien avec la transformation. Donc, c'est pour ça que le titre de cette section, c'est de la genèse à la PBFL, l'acte fondateur de la transformation. La femme, ici, il s'agit d'Ève, l'épouse d'Adam, qui vit que l'arbre du jardin d'Éden était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à Adam, qui était auprès d'elle, et il la mange. La suite, vous le savez, mais avant d'y venir, il y a un acte ici qui est fondamental, c'est que les deux, Adam et Ève, mangent, donc ils consomment la pomme avec les conséquences ci-après. Premièrement, ils prennent conscience qu'ils étaient nus, donc c'est la prise de conscience, en anglais awareness, et se couvrent. Ils n'avaient pas l'habitude de se couvrir, donc ils changent aussi de façon de faire. Et ensuite, ils se cachent de Dieu. Voilà. Donc c'est un changement de comportement aussi. Donc changement de pratique et de comportement répondent à la définition de l'effet. La deuxième grosse conséquence, et là c'est plus sérieux, ils sont chassés du jardin d'Éden. Ensuite, ils sont contraints de devoir désormais travailler dur pour gagner leur pitance. Puis, troisièmement, Ève va devoir désormais enfanter dans la douleur. Et ça, ce sont les impacts, furent-ils négatifs, des impacts quand même, de la consommation de la pomme et les impacts
répondent à des changements dans les conditions de vie, comme vous le savez. On peut constater très clairement que l'acte déclencheur des transformations dans leurs attitudes et dans leurs conditions de vie est la consommation de la pomme de l'arbre défendu. Alors, donc tout comme dans la Genèse, la planification basée sur la finalité et les livrables met le produit et sa consommation au cœur des dynamiques de transformation, au cœur des dynamiques transformationnelles. Alors, que veut dire PBFL et quelle est sa finalité? Donc, en matière de planification, la planification basée sur les finalités et les livrables se présente comme un outil et une démarche de programmation ayant pour but de déterminer les produits pertinents pour la réalisation des finalités qui sont liées aux 3 niveaux de résultats que sont les effets, les impacts et la vision. Schématiquement, la PBFL se présente comme une boucle ovale appelée boucle des transformations vertueuses, un peu en allusion au cercle vertueux. Alors, dont la partie la plus haute représente la vision, la partie la plus basse, la consommation ou utilisation des produits. Le côté gauche de la boucle présente les 3 niveaux de résultats que sont les effets, les impacts et la vision et leurs finalités respectives. Et le côté droit de la boucle représente la transformation des finalités en livrables. Alors voilà ce que ça donne d'un point de vue schématique. Donc vous pouvez voir très clairement la vision qui se trouve au niveau le plus élevé. Le processus de programmation va partir de la vision pour aller jusqu'au produit. Arrivé au produit, il faut aller fabriquer le produit ou bien l'acquérir, donc l'acheter. Et c'est seulement après ça que vient la transformation. Et cette transformation, on va l'obtenir que lorsque les personnes concernées par le produit, et ces personnes peuvent être aussi bien des détenteurs de droits que des porteurs d'obligations, quand ces groupes de personnes vont consommer le produit, la transformation va se produire, soit ils vont changer de comportement, ils vont changer de façon de faire, et souvent en matière de planification, c'est en bien, et soit ils vont mieux produire, ils vont plus faire des choses qu'ils faisaient et qui n'étaient pas bien, et c'est ça qu'on appelle les effets. Et le processus de transformation va alors s'enclencher. Des effets, ça va partir aux impacts, et puis des impacts à la vision. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée en ce moment-là. Les concepts de base de la PBFL. Alors, il faut dire qu'une des choses que nous avons faites dans le cadre de la PBFL, c'est de donner une définition plus opérationnelle et une approche marketing du produit, que communément en matière de planification, on appelle output ou extrant. Ici, il ne s'agit pas de l'extrant parce que l'extrant a une connotation production. Et ici, on a essayé de lui donner une connotation marketing parce qu'en marketing, il faut que le produit, pour être consommé par le consommateur ou l'acheteur, puisse répondre à son goût, puisse répondre à ses besoins, à ses attentes. Donc, c'est cette approche-là que nous avons adoptée dans le cadre de la PBFL. Et en tant que tel, ça désigne tout bien ou service pouvant être utilisé ou consommé et qui répondent aux attentes de l'utilisateur final. Donc, c'est vraiment le côté marketing de la chose qui est mis en avant ici. La consommation effective du produit par l'utilisateur va générer l'effet tel que défini dans la lexique de la gestion assise sur les résultats. Et nous avons emprunté la définition de l'effet à Prince2, selon la définition de Prince2, l'effet est un changement consécutif à l'utilisation d'un produit.
Donc, vous voyez, ça colle parfaitement avec la définition de Princeton. On a introduit le concept de finalité qui est défini comme étant l'objet ultime d'un groupe d'action. J'insiste sur le groupe d'action. Une action va avoir une finalité, mais pour avoir cette finalité, il faudra y ajouter d'autres actions. Donc, la finalité est définie comme étant l'objet ultime d'un groupe d'action se situant au niveau de chacun des résultats que sont la vision, l'impact et l'effet. Et dans le cadre de la PBFL, définir la finalité permet de tester, j'insiste sur le terme, permet de tester, de vérifier la pertinence de chacune des actions censées conduire donc à cette finalité-là. Et ça colle parfaitement avec le dicton que l'on entend souvent, la fin justifie les moyens. Donc, c'est un va-et-vient entre les deux. Si j'ai un moyen, en voyant sa fin, je peux voir sa pertinence par rapport à la fin. La chose suivante que nous avons considéré, c'est que lorsque des actions sont formulées de façon isolée, les questionner par rapport à leur finalité permet de les rattacher au groupe d'actions vis-à-vis duquel elles sont pertinentes. Donc, il suffit d'avoir une action et de se poser la question de savoir quelle est sa finalité. Si vous arrivez à identifier sa finalité, après, vous pouvez voir quelles sont les autres actions qui vont permettre donc de réaliser cette finalité-là. Il y a le concept de livrable que nous avons aussi introduit et qui veut dire ce que doit livrer la personne, l'institution responsable de la finalité, à une échéance donnée, dite jalon. C'est aussi le livrable, je veux dire, un moyen de quantifier, de rendre mesurable la finalité. Donc, ça donne une base objective à la redevabilité qui est liée à la réalisation de la finalité. Ensuite, le livrable est aussi affecté de 5 principaux attributs. Le premier, c'est un libellé, un nom, une échéance, un commanditaire, communément appelé le maître d'ouvrage, des critères de qualité qui déterminent la recevabilité ou le rejet du livrable par le commanditaire, puis l'exécutant, communément connu sous la dénomination de maître d'ouvrage, maître d'œuvre, pardon. En lieu et place des concepts de capacité, de renforcement de capacité, de formation, il y en a d'autres aussi qu'on a introduits, mais bon, on ne va pas les énumérer tous ici. Donc, en lieu et place de ces concepts qui se prêtent difficilement à la mesurabilité et à l'utilisation, nous avons introduit les concepts de savoir-faire de base ou initial, savoir-faire additionnel, ça c'est souvent pour le renforcement de capacité, ou savoir-faire de perfectionnement. Vous voyez que toutes ces choses sont faciles à utiliser. J'utilise mon savoir-faire pour faire quelque chose. J'ai besoin d'un savoir-faire additionnel pour faire quelque chose, ou d'un savoir-faire de perfectionnement pour pouvoir faire quelque chose. Donc, tout ça permet de rendre ces concepts-là compatibles avec l'approche utilisation du produit, avec le concept de livrable. Le chapitre 2 concerne la PBFL et la planification du développement. Il s'agit ici de voir comment est-ce que la PBFL va être utilisée pour planifier, ou je dirais plus précisément pour programmer. Et ça s'est fait en 5 points. Le premier concerne la PBFL en tant qu'outil et processus de planification. Le deuxième, la démarche générale de la PBFL en matière de planification. Le troisième, les étapes clés de l'élaboration du plan national de développement par l'approche PBFL. Le quatrième concerne les critères de qualité du plan national de développement dans le cadre de la PBFL. Et le cinquième, les avantages de la PBFL. En tant qu'outil de planification, la PBFL permet donc de présenter
les finalités liées à la chaîne de résultats d'un côté et de l'autre, les livrables du processus d'obtention des résultats successifs que sont les effets, les impacts et la vision, et ce grâce à l'utilisation des produits qui découlent de l'analyse causale. En tant que processus, la PBFL consiste à déterminer la chaîne de résultats ainsi que les finalités y relatives dans le cadre de la réalisation d'une vision et aussi consiste à identifier les produits permettant d'obtenir les livrables nécessaires à la réalisation de la dite vision. Quelle est la démarche de la PBFL? En fait, la PBFL emprunte aux approches de programmation existantes. À l'approche basée sur les droits humains, la PBFL emprunte son cadre conceptuel, la vision, les missions et les valeurs. À l'approche basée sur les problèmes, la PBFL emprunte la méthode analytique. C'est grâce à cette approche qu'on va faire les analyses causales. À l'approche par objectif, la PBFL emprunte également la démarche analytique. Parce que quand on va définir les finalités, on va pouvoir, après, en y accrochant l'approche basée sur les problèmes, on va pouvoir trouver les produits qui vont permettre donc d'obtenir la finalité, d'obtenir les niveaux de résultats. À la gestion axée sur les résultats, la PBFL emprunte sa chaîne de résultats, mais modifiée pour donner la boucle des transformations vertueuses. Les modifier en ce sens que les deux parties verticales de la PBFL, la partie de gauche ressemble beaucoup à la chaîne de résultats de la gestion axée sur les résultats, mais privée de la ligne activité. Et puis ensuite, nous avons le produit qui va servir de liaison avec la chaîne montante, la partie de la chaîne montante maintenant qui prend en compte donc les livrables, qui est cette partie où s'opère la transformation. Les étapes clés de l'élaboration du plan national de développement par la PBFL. La première étape, c'est la formulation de la vision. Alors, il s'agit à cette étape de dessiner les contours de la société que l'on désire avoir dans le long terme. En général, les pays qui ont réalisé des analyses prospectives disposent déjà de visions issues de scénarios, donc ce n'est pas une étape que l'on retrouve toutes les fois lorsque la vision a déjà été élaborée. Ensuite, il y a l'énoncé des missions. Alors, en matière d'approche basée sur les droits, elles correspondent aux missions de service public et ont comme finalité la réalisation des droits des populations, tels que précisé dans le module 1. L'étape suivante, c'est l'analyse des gaps, des problèmes. Des gaps lorsqu'il s'agit des finalités, des problèmes lorsque déjà les objectifs sont présentés sous forme de problèmes. Alors là, c'est l'étape cruciale de diagnostic des problèmes susceptibles d'affecter ou d'empêcher la réalisation des finalités des missions formulées. Et à cette étape, il est vraiment impératif d'associer les groupes sociaux les plus concernés par les problèmes en question, sous peine de fausser le diagnostic. Il faut noter aussi que les associés participent de leurs droits, selon l'approche basée sur les droits humains. Et le produit étant au cœur de la transformation, manquer cette étape réduirait les chances que la transformation se réalise effectivement. L'étape suivante concerne la formulation des niveaux de résultats, impact, effets, réponse aux causes immédiates et causes sous-jacentes. Il est crucial que ces niveaux de résultats traduisent les changements désirés et soient formulés selon l'approche 3.
La formulation des finalités, des livrables et des indicateurs correspondants. La possibilité d'assurer aussi la customisation des niveaux de résultats, c'est-à-dire le fait d'adapter les résultats au niveau central, au contexte des niveaux administratifs, des sous-échelons administratifs ou géographiques. Je crois qu'on va parler de contextualisation, donc de ces résultats centraux au niveau des sous-échelons administratifs ou géographiques du pays. Donc, la customisation est l'exercice par lequel le planificateur associe à chaque échelon administratif ou géographique les résultats et produits correspondant aux résultats du diagnostic réalisé au niveau central. La formulation des produits nécessaires à la réalisation des effets. Alors, c'est une étape cruciale dans la mesure où elle concerne le facteur principal de la transformation qu'est le produit. De façon générique, les produits correspondent aux réponses aux causes structurelles identifiées par l'analyse. À cette étape, les groupes de travail peuvent se limiter aux spécifications génériques des produits, quitte à les affiner à la fois avec les utilisateurs et des spécialistes du domaine. Les spécialistes, parce qu'ils peuvent dire des choses intéressantes par rapport à l'évolution de la technologie, pour voir comment est-ce qu'on peut avoir les produits meilleurs marchés tout en satisfaisant les attentes des utilisateurs et par rapport à leurs spécifications. C'est pour ça que ces deux groupes sont vraiment importants lorsque l'on veut préciser les produits. Étape suivante, c'est l'analyse de la cohérence des stratégies et la hiérarchisation des priorités. C'est une étape très importante pour la qualité et la faisabilité du plan, du fait de la rareté des ressources, mais aussi en raison de considérations de bon sens. À cet effet, il est indispensable de définir qu'est-ce qui doit se faire immédiatement, éventuellement pour sauver des vies, et qu'est-ce qui se fera pour que les personnes ainsi sauvées se prennent durablement en charge. Parce que, comme on le rencontre souvent, il y a beaucoup de priorités et puis chaque département ministériel ou chaque groupe social veut que ce soit ces priorités qui passent. Donc, cette étape permet vraiment de mettre les choses dans le contexte, et puis de voir effectivement qu'est-ce qui ne peut pas attendre et auquel il faut allouer les ressources disponibles et qu'est-ce qui peut attendre un peu plus tard. Donc, cette analyse-là doit se faire au niveau des secteurs et puis entre les secteurs pour finalement arrêter une liste de priorités vraiment objective. Ensuite, il faut intégrer les activités relatives au suivi de la consommation des produits, condition sine qua non pour l'enclenchement des transformations. Donc, dans la PBFL, c'est l'étape cruciale, la consommation, l'utilisation des produits. Souvent, dans les chaînes classiques, on les sous-entend et on peut le voir. On inaugure des écoles, on inaugure de ceci, cela, et à la fin, plus personne ne se préoccupe si ces biens-là qui sont inaugurés sont effectivement utilisés par les destinataires finaux, les utilisateurs finaux. Donc, intégrer l'utilisation ici fait qu'on doit penser aux activités nécessaires pour que l'utilisation soit effective. Ensuite, l'estimation du coût du plan et des sources de son financement. Au coût des produits, il convient donc d'ajouter celui des activités transversales mentionnées plus tôt, que sont la gestion du plan, la coordination des groupes, des secteurs, le suivi, la communication concerne donc le plan. Ensuite vient l'élaboration du cadre de résultat, ou plus précisément du cadre de la boucle des transformations vertueuses. Un cadre de résultat qui fait ressortir les informations sur l'utilisation des produits et précise pour chaque niveau de résultat les livrables assortis des indicateurs étoiles. Le choix peut aussi porter sur une chaîne plus détaillée dans la phase de mise en œuvre. Dans ce cas,
le cadre de la boucle de transformation vertueuse devra se limiter aux résultats, aux finalités, aux livrables, aux produits, en précisant les entités publiques ou non qui en sont responsables et aux indicateurs de résultats. Ensuite vient la rédaction du plan. Sa forme et sa structure peuvent varier d'un pays à l'autre, mais dans tous les cas, les parties suivantes sont très importantes. D'abord, premièrement, la description du contexte national, sous-régional, régional, international, dans lequel se situe la confection du plan. Deuxièmement, l'analyse de la situation faisant ressortir les problèmes et les défis majeurs, surtout par rapport aux missions et valeurs, leur analyse et les relations de cause à effet, justifiant la structure des résultats. Ensuite, la présentation de la vision, des objectifs, des finalités recherchées par rapport aux missions et valeurs, l'exposé des contraintes, des hypothèses et des risques à prendre en compte, les résultats visés et les partenariats à nouer pour leur réalisation, les dispositions de mise en œuvre et de suivi du plan, les sources de financement, les dispositions relatives à l'évaluation du plan. Et viennent les dernières étapes qui sont celles de la validation technique du plan et la validation politique qui en fait représente l'adoption par les autorités du plan qui officialise celui-ci et on déclenche la mise en œuvre. Alors, quels sont les critères de qualité du plan national de développement fait selon la méthode PBFL? La première, ou le premier critère de qualité, c'est vraiment la précision de l'objet du plan. L'objet ici, c'est sans ambiguïté la transformation. C'est vraiment la finalité d'un plan fait dans le cadre de la PBFL, la transformation. Le deuxième critère concerne la qualité du diagnostic. Sans bon diagnostic, on se retrouve dans la situation d'un médecin qui se trompe donc de diagnostic et qui finalement va faire des préconisations, des prescriptions qui ne vont pas régler le problème. Sauf effet placebo, évidemment. Le troisième critère, la cohérence. Les solutions proposées doivent être en cohérence avec les résultats du diagnostic. Donc on doit se poser cette question-là. Est-ce qu'on a cette cohérence-là? Le critère suivant, c'est l'orientation résultat. Les résultats atteints doivent être simples, mesurables, atteignables, ainsi de suite. Les finalités et les livrables doivent être clairement définies parce qu'il y a un va-et-vient entre les deux. Quand j'ai un livrable, je dois voir si elle répond à la finalité et la finalité doit pouvoir justifier le livrable également. Donc il y a ce va-et-vient-là que vous pouvez retrouver très clairement au niveau du schéma. Ensuite, il y a la facilité de la gestion de la mise en œuvre et du suivi du plan. Un plan qui est mal conçu se répercute automatiquement sur la mise en œuvre. Difficile à mettre en œuvre si le plan est mal formulé parce qu'il va y avoir des conflits d'attribution qui vont rendre la mise en œuvre très problématique. Le réalisme, c'est un autre critère. Il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas un grand décalage entre les finalités visées et les moyens disponibles. Et justement, la priorisation intrasectorielle et intersectorielle permet de régler une grande partie de ce problème-là. Et puis, il y a le critère du leadership, de la gestion du processus. Là-dessus, il faut que l'institution qui est en charge de la gestion du processus de planification puisse avoir le mandat, le pouvoir aussi de pouvoir inviter les autres et avoir leur participation effective. Sans ça, le processus va échouer en chemin et chacun fera ce qu'il voudra. Et le dernier, mais qui certainement n'est pas le moins important, c'est la participation de toutes les parties prenantes et l'appropriation
cette partie-là aussi, parce que si elle ne se l'approprie pas dans les phases qui sont en aval de la planification, de la programmation, la mise en œuvre pourrait être problématique. Alors, quels sont maintenant les avantages d'un plan fait avec la méthodologie PBFL? La première chose, si c'est fait correctement, cette méthode assure une lecture claire et sans ambiguïté de la hiérarchie des résultats. Ensuite, elle garantit un suivi plus aisé des progrès vers les résultats et clarifie les responsabilités à tous les niveaux de résultats, tout en améliorant la redevabilité dans la mise en œuvre du plan. Ensuite, elle facilite la budgétisation du fait qu'elle repose prioritairement sur des produits concrets dont les coûts pro forma peuvent être définis assez rapidement en tenant compte d'attributs de qualité précisés à l'avance. Elle rend aisée l'intégration de l'inclusion, genre handicap, autre forme d'exclusion, et permet de traduire dans la réalité le principe de ne laisser personne pour compte. Elle facilite aussi l'élaboration de stratégies sectorielles ou d'échelons politico-administratifs inférieurs tels que les régions, les communes, les villages, ainsi de suite. Chapitre 3. La PBFL et la mise en œuvre du plan national de développement. Le chapitre va se dérouler en 4 points aussi. 4 points. Le premier concerne la définition de la mise en œuvre dans le cadre de la PBFL. Le deuxième, les éléments de la mise en œuvre. Le troisième, les rôles des parties prenantes dans la mise en œuvre. Et le quatrième, les avantages de la mise en œuvre liés à la PBFL. Par rapport au premier point, la PBFL est le processus par lequel la production ou l'acquisition des produits identifiés par la planification d'une part et leur utilisation d'autre part déclenche le processus transformationnel censé conduire à l'avènement de la vision en passant par la réalisation des effets et celle des impacts. L'ensemble du processus peut être schématisé comme suit. Alors, vous pouvez voir très clairement que l'on part des produits au niveau le plus bas. C'est parce qu'on a déjà vu le côté planification avec le côté gauche de la chaîne sur la boucle des transformations vertueuses. Donc, vous voyez, là, c'est la mise en œuvre. Et on part des produits qui doivent être consommés ou utilisés. La consommation étant ou l'utilisation étant une consommation partielle. Alors, une fois que les produits sont consommés, il se produit des changements d'attitude, changements de comportement, amélioration de performance qui sont captés par les effets. Et les effets ensemble, par combinaison, génèrent les impacts qui, à leur tour, par combinaison, génèrent la vision. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible que lorsque la planification, je vais dire précisément la programmation a été faite de façon efficace. Alors, les éléments de la mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre comprend 6 principaux éléments qu'on peut aussi appeler les étapes. La première, c'est l'élaboration d'un plan opérationnel de mise en œuvre. Ensuite, il faut acquérir ou produire les produits nécessaires à l'obtention des effets. Troisièmement, il faut les mettre à la disposition des utilisateurs ultimes des produits. Quatrièmement, il faut que ces produits soient utilisés ou consommés par les utilisateurs ultimes, qui seront soit des détenteurs de droits ou des obligataires. Cinquièmement, il faut suivre la réalisation des effets. Est-ce qu'en consommant, en utilisant les produits, il y a des changements de comportement? Est-ce qu'il y a amélioration de performance? Si c'est oui, très bien, on a atteint les objectifs.
Si c'est non, il faut opérer des corrections éventuelles. Donc, c'est la sixième étape. Alors, quels sont les rôles des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre? L'effet est le premier niveau de résultat. Souvent, on dit que c'est le produit. Non, vous l'avez vu, en matière de PBFL, le produit, c'est vraiment la matière première. Le premier niveau de transformation, c'est l'effet. Donc, c'est le premier niveau de résultat. Donc, le premier niveau stratégique de coordination par un groupe d'effets. Et le groupe d'effets, c'est un cadre au sein duquel toutes les parties prenantes à la réalisation d'un ou plusieurs effets se retrouvent pour s'organiser en vue de la réalisation de l'effet ou des effets qui justifient l'existence du groupe. Alors, donc, de ce point de vue, les attributions du groupe d'effets sont les suivantes. C'est d'œuvrer à la réalisation du ou des effets dont les membres ont la co-responsabilité, j'insiste sur ce terme, la co-responsabilité, de proposer des modifications à apporter aux effets relevant des 10 groupes, de coordonner les livraisons des produits qui dépendent de l'effet. Alors, ça c'est quelque chose qui est très important parce que pour obtenir l'effet, il faut parfois que les consommations, les utilisations se fassent dans des ordres précis. Et c'est pour ça que, au sein du groupe d'effets, les livraisons doivent être coordonnées pour que certains produits ne soient pas livrés trop tôt ou trop tard, au risque donc de pénaliser la réalisation effective de l'effet. Ensuite, il faut faire le suivi de l'utilisation, parce que c'est la condition sine qua non pour que la transformation ait lieu. Donc, on doit suivre que les biens et services qu'on a mis à la disposition des utilisateurs ultimes sont effectivement utilisés. C'est seulement après ça qu'on peut voir s'il y a eu des progrès et éventuellement décider des changements à apporter parce que d'un point de vue technologique, on avait prévu quelque chose qui est dépassé ou bien les coûts ont augmenté, il faut des produits de substitution. En tout cas, il y a beaucoup de raisons qui peuvent justifier qu'on décide de changer les produits ou bien carrément les effets eux-mêmes. Parce que du fait de certaines évolutions, il se pourrait que des changements qu'on avait prévus ne soient plus à l'ordre du jour et qu'on décide de les supprimer ou par contre que d'autres changements au niveau des performances, au niveau des pratiques, des comportements puissent être nécessaires. Auquel cas, il faut donc les prévoir et tout cela en fonction de l'évolution des contextes politiques, sociaux et technologiques. Alors, quels sont les rôles des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre? Les membres du groupe d'effets. La première institution, je veux dire, c'est le ministère qui est en charge de la mission dont relève l'effet, qui est là à titre de président, qui préside le groupe pour pouvoir donc matérialiser l'appropriation nationale ou la propriété nationale, je dirais, pour être précis. Ensuite, il y a les contributeurs de produits. Alors, j'insiste sur ce thème. Ce n'est pas forcément de l'argent dont on a besoin. À partir du moment où on a la liste des produits nécessaires pour l'obtention d'un effet, des partenaires peuvent dire, bon, moi je prends en charge tel produit, un autre dit, je prends en charge tel autre. De sorte qu'à la fin, on a la liste des produits qui n'ont pas trouvé preneur et qui peuvent donc faire partie des priorités de l'État en termes de budgétisation. Donc, soit c'est des contributions en nature, quand je dis en nature, c'est nature au sens large, parce que ça peut être aussi des contributions en termes de savoir-faire ou de ressources financières à l'effet. Parce que le partenaire peut dire, je finance tel produit ou tel autre. Et le troisième groupe, ce sont les représentants des utilisateurs ultimes. Ils sont vraiment importants parce que si on décide à leur place, il se pourrait que les produits en question ne prennent pas en compte leurs souhaits, leurs convictions politiques, leurs convictions religieuses, ou beaucoup de considérations. Ou bien ça peut être des biens qui technologiquement les dépassent et qui à la fin feront que ces produits-là
seront des éléphants blancs. Au niveau opérationnel, on a les rôles suivants. Le premier rôle, c'est le maître d'ouvrage. Donc, c'est l'institution qui est propriétaire du produit. En général, c'est la structure dont dépend la mission à laquelle se rapporte le produit. Deuxième personnage ou groupe de personnages, ce sont les maîtres d'œuvre qui sont en charge de réaliser le produit. Et puis, troisième groupe sont les utilisateurs ultimes du haut des produits. Donc, compte tenu des volumes de commandes à passer, il est indispensable que le savoir-faire des administrations publiques soit renforcé en matière de passation de marché afin d'éviter des retards dans la mise en œuvre pour une conduite stratégique des commandes. Il y a différentes modalités dans différents pays pour gérer cette situation. Dans certains pays, il y a des agences qui sont mises en place pour gérer spécifiquement les acquisitions, histoire de sortir le processus d'acquisition du circuit administratif qui peut être affecté par une certaine lourdeur bureaucratique. Alors, quels sont les avantages de la PBFL en matière de mise en œuvre du PND? La première chose, c'est que la PBFL clarifie les responsabilités à tous les niveaux de résultats, en améliorant ainsi la redevabilité dans la mise en œuvre. Ensuite, elle offre une matière première de qualité, c'est-à-dire la liste des produits, pour une éventuelle mise en place d'options stratégiques d'acquisition de produits. On peut décider de mettre en place carrément une filière parce que la quantité de produits est tellement importante qu'il vaut mieux la fabriquer ou le fabriquer localement ou bien d'importer parce que ça ne justifie pas la mise en place d'une industrie. Donc, il y a pas mal d'options stratégiques qu'on peut mettre en place en fonction, parce qu'on a une idée vraiment globale, une idée nationale, je vais dire, des besoins pour tel ou tel produit. La PBFL assure aussi la redevabilité mutuelle au sein des groupes de résultats, des faits, je voudrais dire plus précisément, dans lesquels tous les contributeurs seraient représentés et rendus co-responsables des résultats. Elle intègre aussi les utilisateurs ultimes comme groupe déterminant dans les choix des produits, donc et accroît les chances que ces produits soient effectivement utilisés, accroissant ainsi la probabilité de la réalisation effective des résultats transformationnels visés. PBFL permet de réduire les coûts de transaction à travers la substitution progressive au mode de fonctionnement par projet, de collaboration vertueuse avec le secteur privé et associatif, les structures de recherche et de formation, les organisations internationales, etc. Elle offre aussi la possibilité au pouvoir public d'instaurer des normes d'inclusion. Du fait de l'ampleur de sa commande, l'État peut dicter des normes intégrées dans les cahiers de charges qui permettraient donc de faire en sorte que des critères d'accessibilité, par exemple, le respect de l'environnement ou d'autres, puissent être respectés par les entreprises ou les autres agents contractants. La PBFL facilite aussi l'élaboration de stratégies sectorielles ou d'échelons politico-administratifs inférieurs grâce à la customisation des résultats clés centraux. Et ça se fait très rapidement selon des méthodes qui sont assez pratiques que nous aurons peut-être l'occasion de voir dans le cadre de ce cours. Ensuite, la PBFL rend aisée l'intégration de l'inclusion, le genre, le handicap, et permet de traduire dans la réalité le principe de ne laisser personne pour compte. Là, c'est également dans les critères de qualité, les caractéristiques des produits qui vont être utilisés par des personnes porteuses de handicap ou des personnes traditionnellement exclues. Il suffit juste d'intégrer le facteur d'exclusion dans les critères de qualité et le tour est joué pour donc faire une réelle prise en compte du slogan « Ne laissez personne pour compte ». Alors, le chapitre 4 porte sur le suivi dans le cadre de la PBFL.
On va à ce titre parler des généralités sur le suivi. Ensuite, voir en quoi consiste le suivi au niveau des produits, le suivi au niveau des effets, le suivi au niveau des impacts. La vision, c'est quelque chose de très, très lointain et dont le suivi se rapproche beaucoup de celui des impacts. Alors, généralité sur le suivi, c'est une fonction critique de la mise en œuvre du plan parce qu'il faut qu'on sache où on va pour ajuster le tir à temps et pour être sûr qu'on va arriver à destination, on va atteindre la finalité. C'est vraiment une fonction critique. Son efficacité et son succès dépendent largement de la qualité de la programmation. Les trois principaux niveaux de suivi correspondant aux trois niveaux de la boucle des transformations vertueuses. Donc, il y a suivi au niveau des produits, suivi au niveau des effets, suivi au niveau des impacts. Alors, les suivis au niveau des produits et des effets apparaissent les plus critiques parce que d'abord, c'est au niveau, c'est vraiment le nœud, si vous voulez, de la transformation. C'est là où s'opère la transformation. Après, ce n'est un truc auto-entretenu parce qu'une fois que les effets ont pris, les impacts viennent naturellement et n'ont pas besoin d'autres actions. Alors que au niveau des produits et des effets, il y a la qualité du produit, il y a l'utilisation, il faut suivre. Si ça ne va pas, il faut revenir pour faire des ajustements pour enclencher la dynamique de transformation. Le suivi au niveau des produits. Trois acteurs ou groupes d'acteurs au rôle différencié mais complémentaires en matière de suivi du produit. Ce sont le maître d'ouvrage qui définit le cahier de charge auquel le produit doit répondre. Et le suivi ici va consister à suivre ce cahier de charge-là, l'exécution de ce cahier de charge. Donc le cahier de charge est la base du suivi du maître d'ouvrage. Donc s'il est mal défini, le suivi va en pâtir. D'où l'importance critique de bien définir le cahier de charge et pour ça, ce qui est conseillé, c'est d'aller prendre des professionnels pour faire le cahier de charge parce que quand vous n'êtes pas du domaine, vous ne pourrez pas savoir les choses qui sont critiques. Le suivi au niveau du maître d'œuvre. À son niveau, il s'agira d'assurer ou de s'assurer que le processus de production du produit est organisé de telle sorte qu'il puisse livrer le produit selon les critères de qualité et dans les délais convenus. Donc, c'est un processus interne, c'est un suivi qui ne concerne pas le maître d'ouvrage. Tout ce qui importe pour le maître d'ouvrage, c'est qu'à l'échéance, le produit qui les unit puisse être livré dans les délais et selon les critères du cahier de charge. Troisième suivi, c'est celui fait par les bénéficiaires ultimes du produit. Parce qu'ils sont les utilisateurs finaux, il est crucial qu'ils soient consultés à toutes les phases de la réalisation du produit. Commencer par la détermination de sa pertinence jusqu'à sa livraison, en passant par la définition du cahier des charges et le suivi des jalons. Le suivi des jalons est d'autant plus important que si vous attendez la fin avant de leur demander, après ce serait difficile de corriger certaines choses qui n'ont pas été faites lorsque le produit était semi-fini. Donc, c'est vraiment crucial. Le suivi au niveau des effets. À ce niveau, on a trois types de suivi. Le premier, c'est le suivi des livraisons. Alors, pour que les effets se réalisent, il faut s'assurer que les produits sont livrés. Donc, quelle est la livraison ou le suivi des livraisons? La livraison est la responsabilité première de l'institution à laquelle est rattaché l'effet, le maître d'ouvrage. Et en même temps, celle des parties prenantes à la réalisation de l'effet, les membres du groupe d'effet, comme on l'a dit précédemment. Ensuite, il y a le suivi de l'utilisation. On l'avait déjà aussi dit, si le produit ou les produits ne sont pas utilisés, il n'y a pas d'effet possible, il n'y aura pas de transformation. Donc, c'est crucial que la transformation ait lieu. Et là aussi, c'est vraiment la responsabilité de tous les membres du groupe d'effet parce qu'ils sont co-responsables de la réalisation du ou des effets. Le suivi de la réalisation des effets se situe en aval et il s'agit de constater si les gens, en utilisant les produits, ont pu effectivement générer les changements qui sont visés par les effets concernés.
Le suivi des impacts. Ici, il s'agit de s'assurer vraiment à l'aide des indicateurs d'impact que les changements recherchés dans les conditions de vie des populations sont effectivement réalisés. S'intéresse aussi aux changements non programmés, non prévus et qui peuvent être positifs ou négatifs. Et ce suivi relève de l'évaluation. Dans la pratique est codifiée, donc on ne va pas aller plus en détail. Vous avez beaucoup de cours là-dessus sur l'évaluation dans lesquels vous pouvez trouver tous les éléments nécessaires à l'importance et à la pratique de l'évaluation. Donc, le suivi est aussi schématisé ici. Voyez les deux extrêmes. À la gauche, vous avez ce que l'on suit. Et puis à la droite, quelles sont les institutions ou les groupes de personnes qui sont concernés par le suivi. Et vous avez en 4 étages les principales étapes. La première, en commençant du bas, étant la production. Voyez, ce qu'il faut suivre, c'est la production, les acquisitions. Et à la droite, à l'extrême droite, vous allez trouver les institutions qui sont en charge de ça. Et quand ces produits sont fabriqués, il faut qu'ils soient consommés. Vous avez le suivi de la consommation. À droite, vous avez les institutions en charge. Quand les produits sont consommés, ils vont se transformer en effet. Ce n'est pas sûr qu'ils le soient, donc il faut faire le suivi pour s'en assurer. Donc, vous avez le suivi des performances, des changements, des comportements, des pratiques. Aussi, vous avez à droite les structures qui en sont chargées. Et après, est-ce que les effets vont produire les impacts? Là aussi, ça requiert un suivi. Il faut faire le suivi des impacts. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le dernier chapitre concerne la PBFL et le financement du PND. Bon, ici, il s'agit de voir essentiellement en quoi est-ce que, en utilisant la PBFL, on peut améliorer le financement des plans nationaux de développement. Bon, nous pensons que la façon dont se présentent les produits pourrait contribuer à élargir les opportunités de partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Parce qu'à un moment donné, si le travail est fait correctement, on peut savoir en gros qu'est-ce que l'État va acheter comme biens et services pendant la période du plan. Et puis quand on va voir les plans annuels, on peut en avoir une idée aussi. Donc sur la durée, on peut savoir. Et sur cette base-là, l'État peut avoir ce pouvoir de négociation qu'il saura utiliser pour faire valoir certaines valeurs, certaines, je veux dire, priorités. Donc c'est vraiment cette opportunité-là que... alors donc ça pourrait permettre, servir de base à des partenariats publics-privés qui permettraient d'une certaine façon à l'État de pallier son manque de ressources. Parce qu'en ce moment-là, c'est le secteur privé, moyennant une bonne supervision de l'État pour éviter des abus, qui va prendre en charge des services qui traditionnellement sont délivrés aux populations. L'autre chose, c'est que quand la PBFL est appliquée convenablement, ça peut renforcer le plaidoyer pour la mobilisation de ressources. Grâce à la possibilité faite par la PBFL de pouvoir lier les gaps de financement aux résultats visés et à des produits concrets. Puis le troisième point, c'est l'obtention de résultats concrets lorsque c'est accompagné d'une certaine transparence dans la gestion des affaires publiques pourrait contribuer à attirer davantage de ressources extérieures. Si on réfléchit, on peut trouver d'autres avantages. Mais comme c'est une méthodologie qui est dynamique, qui est en train de se mettre en place, la réflexion est encore ouverte pour l'enrichir davantage. Donc voilà, comme Michael Jackson, je sais que je ne peux pas changer le monde, mais au moins
vous et moi, nous pouvons essayer à travers notre pratique de la planification. Merci de votre aimable attention. À bientôt.